Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire franco-canadien organisé par la communauté de pratique d'intelligence artificielle en santé et COALIST avec l'appui de l'École de l'intelligence artificielle en santé du CHUM et IAS. Mon nom est Mariam Abid, je suis membre de l'équipe organisatrice de la communauté et cofondatrice de PPR Technology Inc., une jeune start-up en technologie médicale. J'anime aujourd'hui cette rencontre avec Hannah. Bonjour Hannah, je te laisse te présenter. Bonjour Mariam, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anna Krishen, chercheure en conception d'architecture pour l'IA embarquée et responsable scientifique du laboratoire environnement de conception et architecture au sein du COALIST. Pour notre rencontre aujourd'hui, on commence par une présentation de la communauté et du COALIST. Ensuite, on donne la parole à nos conférenciers et à la fin, nous aurons une session d'échange et de discussion. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat durant les présentations. Je passe la parole à Mariam pour présenter la communauté. Merci, Hannah. La communauté de pratique d'IA en santé a pris naissance en 2020 au CERCHUM et est épaulée par l'école de l'IAS. L'objectif de la communauté est de partager le savoir et le savoir-faire en IA et d'établir un réseau de professionnels pour favoriser les collaborations. Nous comptons des chercheurs, des étudiants, mais aussi des professionnels et des industriels parmi nos membres et nous organisons au service de la communauté des rencontres axées sur les aspects techniques de l'IA en santé. Pour en savoir plus sur nos activités et rencontres, vous pouvez cliquer sur le lien vers notre page disponible via le chat. Je passe la parole à Hannah. Le COA, ou le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, est un organisme public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel, créé en 1945. Le COA compte plus de 20 000 chercheurs et collaborateurs répartis sur 9 centres dans toute la France. Au sein de la direction de la recherche technologique, l'Institut COALIST focalise ses recherches sur les systèmes numériques intelligents. Le COALIST développe des technologies de pointe dont les applications couvrent plusieurs secteurs, tels que l'énergie, la sécurité, la défense, la santé, le transport et des procédés industriels. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre première conférencière, Madame Bénédicte Pomarède, responsable santé numérique au COALIST. Bénédicte a obtenu son doctorat en physique nucléaire de l'Université de Toulouse, France. Elle a rejoint le COA en 2002 en tant que chercheure pour la gestion de projets dans le domaine de la radiothérapie. Elle a également été responsable du laboratoire de simulation, validation et système. Elle a contribué à la mise en place de l'infrastructure nationale d'OSEO, plateforme des technologies pour la radiothérapie au COALIST. Bénédicte nous présentera la santé numérique au LIST avec quelques exemples d'utilisation de l'IA. Bénédicte, à toi la parole. Alors, bonjour à tous et merci de me donner l'occasion donc de présenter en fait nos activités que nous développons en santé numérique au CEALIST. Je vais passer rapidement puisque Anna vous a déjà présenté le CEA. Donc, nous sommes effectivement au LIST qui est un institut des technologies numériques. Et vous donner quand même quelques chiffres. Donc, l'Institut LIST, c'est à peu près 1000 personnes qui y travaillent avec beaucoup de doctorants, donc environ 128. Beaucoup de dépôts de brevets, on dépose environ 80 brevets par an et on a un budget annuel d'environ 100 millions d'euros, sachant qu'on va rechercher environ 80% de nos ressources à l'externe, donc via des projets européens, des projets nationaux ou des contrats industriels. Alors, au CEALIST, en fait, on est présenté sous l'angle de programmes et de domaines applicatifs. Donc, on a 5 programmes phares qui alimentent en fait ces domaines. Donc, on a un programme en robotique intelligente, un programme en IA responsable, donc bien évidemment qui travaille pour la santé, un programme en instrumentation numérique, un programme sur le quantique avec des développements de solutions hardware ou software et un problème sur l'ingénierie numérique collaborative augmentée. Et donc, tous ces programmes phares permettent d'alimenter des domaines applicatifs clés. Donc, on retrouve la cybersécurité, le démantèlement, l'environnement, la mobilité, l'usine numérique et l'économie circulaire, et là, la santé numérique, ce dont je vais vous parler donc durant ma présentation. Alors, au CEALIST, on a 6 grands domaines d'axes de recherche ou de compétences qui peuvent être utilisés et mis au service du domaine applicatif de la santé.
Donc, le premier, c'est tout ce qui concerne l'acquisition de données. Donc, on sait développer des biocapteurs, des imageurs intelligents, des architectures aussi hardware très basse consommation qui permettent en fait de développer des dispositifs médicaux complets. On a toute une expertise sur l'analyse de données, alors avec un volet où on extrait de l'information dans des données non structurées comme du texte, du son, des images. On sait faire de la fusion de données hétérogènes et aussi du traitement de données en flux temporel. Au niveau de l'intelligence artificielle, donc on développe de l'intelligence artificielle embarquée, frugale, explicable, donc qui est basée sur la modélisation des raisonnements experts. Et on a aussi tout un volet sur l'apprentissage fédéré, qui est vraiment un sujet très intéressant en santé, dans la mesure où on aura pu à partager en fait les bases de données, mais uniquement les modèles. Dans le domaine de la sûreté, sécurité, certification, nous avons des développements sur la blockchain, sur le cryptage homomorphe, qui permet en fait de protéger les données. Et on a aussi un sujet sur les développements de code basés sur des méthodes formelles et de vérification de code. Et ça, c'est très intéressant pour les dispositifs médicaux logiciels. On a beaucoup d'outils de simulation, notamment de la simulation des rayons X, donc pour tout ce qui est radiothérapie, imagerie, des ultrasons, donc qui sont aussi utilisés en imagerie ou en oncologie pour le traitement notamment des cancers de la prostate. On a des moteurs de simulation multiphysique et on a également de la simulation dans le cadre du jumeau numérique. Et là, nous avons un projet pour optimiser en fait la gestion des établissements de soins grâce à ce jumeau numérique. Et enfin, on a tout un développement sur les systèmes interactifs. Donc, on retrouve la robotique. On a des plateformes de réalité virtuelle ou réalité augmentée en utilisant des surfaces haptiques. Et on a des développements pour notamment proposer des plateformes de formation pour la formation, par exemple, maxillofaciale. Donc ça, c'est un peu les compétences que nous avons appliquées au domaine de la santé et qui nous permet là de se positionner. Donc on voit notre positionnement, les développements que nous avons donc sur toute la chaîne du patient en partant de la prévention médicale jusqu'à l'aide à la personne et au handicap. Donc dans le domaine de la prévention médicale et de l'assistance au diagnostic, on développe, donc on a des solutions d'imagerie nomade en ultrasons pour détecter précocement les AVC. On a aussi des outils numériques pour la prévention de certaines maladies et des outils pour assister les professionnels de la santé de leur diagnostic grâce à notre moteur d'IA symbolique. Dans le domaine de l'aide à la thérapie, on travaille beaucoup en oncologie sur l'optimisation et la personnalisation des traitements grâce à nos moteurs de simulation, donc en radiothérapie et en traitement ultrason ultra focalisé. Sur le suivi médical, on peut proposer des systèmes d'aide à la décision médicale pour le suivi des patients à leur sortie de l'hôpital. Je vous présenterai cet exemple-là. On a aussi des sujets sur l'analyse d'images, donc de plaies, pour classifier et expliquer en fait des décisions. Et on a aussi des outils pour aider à l'aide à la décision dans le cadre du cancer. Concernant l'aide à la personne et au handicap, on retrouve nos expertises en robotique pour l'assistance au handicap aux personnes âgées ou la rééducation fonctionnelle grâce à un exosquelette. On a aussi une plateforme qui nous permet de faire du suivi d'activité par vision, donc qui est équipée de caméras et on fait de l'analyse d'images pour détecter des problèmes qui peuvent arriver à une personne, donc des chutes ou des activités anormales. Et enfin, en transverse de tous ces domaines, nous avons un volet sur la gestion et l'innovation organisationnelle avec des outils pour le parcours numérique du patient et aider donc le parcours du patient à l'hôpital ou le lien entre l'hôpital et la ville, le jumeau numérique de l'hôpital, ça je vous en ai parlé, et aussi donc tout un volet sur la formation au geste grâce à nos plateformes de simulation et d'interface donc pour aider et former les personnels soignants. Alors je vais présenter quelques exemples qui utilisent l'IA. Donc, le premier concerne la reconnaissance automatique d'images. Donc là, le contexte, en fait, c'était dans le cadre de pathologies dentaires où il y a une certaine difficulté pour traiter les urgences orales et pour évaluer le temps nécessaire à une intervention sans contexte. Donc là, ce qu'on propose, c'est un autocontrôle qui permet d'optimiser ce traitement des urgences buccales. Donc, il y avait plusieurs challenges à relever, notamment réussir à analyser des images qui sont prises directement par le patient, donc dans un environnement qui n'est pas du tout contrôlé, pas maîtrisé, où la luminosité, par exemple, n'est pas contrôlée, on n'a pas d'écarteur buccal. Il fallait aussi réussir à sélectionner automatiquement les images qui avaient une pathologie dentaire, donc savoir différencier des caries, et que ce soit sur des dents saines ou des dents reconstruites ou des prothèses.
Donc, la solution qui a été développée, c'est un algorithme qui permet de traiter toutes les images envoyées par le patient et on arrive à sélectionner les images qui représentent des pathologies et à les classer grâce à un réseau de neurones. Donc, vous voyez sur le schéma, en fait, on a un premier volet d'apprentissage des modèles, donc à partir de la notation de corpus, où on construit les modèles donc à base de réseaux de neurones. Et ensuite, le patient voit ces images et on arrive donc à détecter si la dent est saine ou pas. Donc, c'est un projet qui a été développé avec la société Oralnum et on a obtenu vraiment des très bonnes images, des très bonnes performances pour ces images prises à la volée et on est en train de faire des études complémentaires pour industrialiser cette solution. Le deuxième exemple concerne le traitement automatique de texte. Donc là, en fait, c'est grâce à nos expertises en analyse sémantique où là, l'objectif était d'améliorer la prise en charge des patients diabétiques, donc qui touchent environ 4 millions de personnes en France, avec un des objectifs était de créer une base de données cliniques sur le diabète. Donc, c'était pour avoir une meilleure prise en charge du patient, pour aussi identifier des patients pour des études et faire de la recherche sur les pathologies. Donc là, les challenges étaient de fournir et d'industrialiser cette base de données cliniques et extra-cliniques et d'extraire les informations à partir de textes libres. Donc, texte libre, ça peut être des ordonnances, des lettres de liaison entre les médecins, entre l'hôpital et le médecin de ville, des comptes rendus médicaux. Et l'intérêt aussi, c'était d'adapter les modèles, que les modèles soient adaptés par les professionnels de santé. Donc là, la solution qu'on a développée permet d'avoir défini avec l'utilisateur les informations à extraire. Donc, vous voyez l'exemple là, la cataracte qui est une des conséquences du diabète. Et on a déterminé donc avec les praticiens les informations pertinentes, lesquelles il faut extraire, et on a une adaptation continue de ces futurs qu'on décide d'extraire. Et le point fort de ce résultat, c'est qu'on peut avoir une adaptation continue du modèle avec les médecins, avec les agents de santé, et on peut enrichir cette recherche au fil du temps. Le troisième exemple, et le dernier, c'est donc notre plateforme de simulation du raisonnement humain basée sur la connaissance pour les applications d'aide à la décision. Donc là, le contexte, ça concerne tout ce qui est aide à la décision médicale, que ce soit dans le diagnostic ou dans la thérapie, avec l'idée de reproduire le raisonnement humain. Et surtout, ce qui est très important là dans les contacts qu'on a avec les médecins, c'est d'être capable de fournir les recommandations qui soient explicables et justifiables. Donc là, les challenges devant lesquels on était, c'était de mélanger des sources de connaissances. Donc, on peut avoir effectivement des sources qui soient des examens biologiques, des images, des sources extraites de textes, prendre des décisions à partir d'observations, donc avec notre moteur d'inférence, et surtout trouver les meilleures valeurs pour des variables contraintes. Donc, en fait, on raisonne par satisfaction de contraintes. Donc, la solution, ça a été le développement de cette plateforme Expressif, donc qui est une intelligence basée sur le raisonnement qui prend en compte les connaissances métiers, qui peuvent être certaines ou incertaines et qui peuvent être définies de manière plus ou moins vague. Donc, 2 ou 3 exemples de cette plateforme-là. Le premier, c'était une application au cancer de la prostate, donc on a développé avec les hôpitaux de l'assistance publique de Paris pour la préconisation de traitement et le suivi. Donc là, en fait, on extrait des données hétérogènes et multisources du patient. Donc, ça vient du dossier, ses antécédents, les tests médicaux, les prélèvements sanguins. Et on a modélisé, en fait, l'expertise médicale alors via des protocoles ou des directives légales et via des interviews, en fait, de professeurs. Et notre moteur permet, en prenant en compte les données et en prenant en compte l'expertise médicale, de faire des recommandations, des propositions de traitement ou de suivi. Le deuxième exemple concerne le suivi personnalisé des patients en post-traitement à leur sortie d'hôpital. Donc là, en fait, ce qu'on a développé est basé sur le principe d'analyse de données et d'informations qui sont transmises par les patients quand ils sont rentrés chez eux par un formulaire en ligne. Donc là, l'expertise médicale a été prise en compte dans la décision qu'on propose en définissant les alertes qu'il fallait remonter, les indicateurs à suivre, donc ça peut être le poids, la douleur, l'état global, les informations qu'on collectait, donc on peut collecter via ce questionnaire, donc ça peut être effectivement, le patient peut déclarer s'il a mal, sa perte de poids, son appétit, et on a aussi défini la fréquence de collecte. Et en fait, grâce à ces outils, le médecin collecte donc les informations, notre moteur permet de recommander s'il faut voir le patient, est-ce qu'il y a un souci, est-ce qu'il faut le suivre mieux.
Et le dernier exemple, là, c'est donc c'est appliqué à des images, où là, c'est l'analyse de grains de beauté. Donc, on a pris en fait 4 critères donc, qui sont classiques, hein, la symétrie, la bordure, la couleur et le diamètre. Là, la difficulté en fait de notre travail, et on a beaucoup avancé, c'est que la caractérisation est très floue. Parce que la symétrie, la notion de la symétrie, c'est vraiment très, très vague. Et la régularité aussi de la bordure, c'est quelque chose qui est très vague. Et donc là, on a pris en compte ces paramètres-là. Et en fait, on s'est recommandé la décision. Donc là, sur l'exemple, le grain de beauté a un risque de tant de %. Et on s'est expliqué pourquoi on classe le grain de beauté dans cette catégorie-là, parce que ses bords sont asymétriques, même si sa couleur et son diamètre sont c'est l'inverse. Voilà, les 2 paramètres sont normaux, mais la couleur et le diamètre sont suspects, donc on classe le grain de beauté comme suspect. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie et je serai à votre disposition si vous avez des questions pendant la période des questions. Merci Bénédicte pour cette présentation intéressante qui affiche un large spectre d'utilisation de l'IA pour la santé, ainsi que les projets qu'on a en santé numérique au sein du CEALIS. Maintenant, nous accueillons Marc Duranton, expert international et membre de l'Institut LIS du département Recherche et Technologie du CEA, où il est impliqué dans des réalisations pour l'apprentissage profond, les systèmes de calcul haute performance et les systèmes cyberphysiques. Auparavant, Marc a passé plus de 23 ans chez Philips Semiconducteurs et INXP, où il a dirigé le développement de la famille des processeurs numériques L-Neuro, réalisant des calculs de réseaux neuronaux artificiels. Il a également contribué au développement de la ligne de processeurs Velive Trimedia pour le traitement d'images dans les téléviseurs. Actuellement, il coordonne l'activité de la vision EPIC sur les systèmes haute performance et embarqués. Marc nous présentera l'Edge Computing et l'IA embarquée. Marc, c'est à toi la parole. D'accord. Est-ce qu'on peut me donner l'autorisation de partager l'écran? Je n'ai pas l'autorisation. Allô? Normalement, ça devrait marcher, pourtant tu devrais pouvoir. Ah, ça marchait tout à l'heure, oui, je ne vois pas pourquoi. Je vois pas non plus. Hop, si Anna, tu peux afficher la présentation. Si Bénédicte peut... Attendez, j'enlève la présentation de Bénédicte. Donc, Normalement, elle est retirée, la mienne, Marc. Bah oui, mais... Bon, je vais me déconnecter, me reconnecter. Peut-être que ça va aider. En attendant, peut-être, est-ce qu'il y avait des questions pour Bénédicte, du coup, dans le chat? Michael, tu vas regarder? Oui, absolument. Je me disais qu'on allait pouvoir profiter de ce petit pépin technique pour aller tout de suite répondre aux questions dans le clavardage. Donc, votre présentation, Bénédicte, semble avoir suscité les passions. Oui, merci beaucoup d'ailleurs pour cette dernière. Il y a Alejandro qui dit merci pour la présentation. De quelle manière les patients sont-ils impliqués en dehors de la participation à la transmission des données? De quelle manière? Je ne comprends pas. De quelle manière? Donc, est-ce que par exemple, En fait, c'est sur le projet, sur le projet de suivi, j'imagine que c'est ça, sur le suivi. Si on peut reformuler, est-ce que les patients sont impliqués au-delà de... En fait, c'est un projet qu'on a développé avec la société MHcom, qui a déjà une plateforme comme ça de suivi des patients. Et donc, ils sont impliqués, ils ont un retour du médecin. J'arrive pas à comprendre... Ils répondent au questionnaire et ils ont le suivi avec le médecin. J'ai du mal à comprendre le... Il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il y aura l'occasion de s'exprimer plus en détail. Sinon, rapidement, est-ce que nous aurons... c'est possible de partager votre présentation? Ça a été demandé. Tout à fait. Sans souci. Excellent. Est-ce qu'on partage votre courriel? Oui. Dans le clavardage? Excellent.
Une dernière question qui nous vient de Bernard Duval jusqu'à présent. C'est intéressant, merci. Ma question pour le groupe, est-ce que la connectivité réseau, communication, Internet, Edge Cloud présente un ou des enjeux ou besoins? Et si oui, qui de votre groupe se penche sur le sujet? Alors, la réponse est oui. Il y a des gens qui se penchent sur le sujet. Je sais qu'on travaille sur la 5G, sur effectivement le Edge Cloud. Je ne saurais pas dire là tout de suite qui, mais après, je peux effectivement qu'on m'envoie un mail et puis je réorienterai. Parfait. Donc, bon, j'ai dit une dernière, mais vraiment une dernière là, de Élie qui nous dit « Excellente présentation, merci. Quelle plateforme utilisez-vous pour le questionnaire de suivi de patients en post-traitement? » Donc, c'est la plateforme développée par MHcom. Je ne saurais pas vous dire, mais en fait, ils ont déjà une plateforme où ils suivent comme ça les patients. Et donc, c'est quelque chose qu'on a rajouté, on a enrichi leur plateforme. Je ne saurais pas, je vais rechercher, je peux répondre dans le chat ou sinon, si on a les coordonnées, je répondrai après plus précisément. Parfait. Mais en fait, on s'est greffé à une plateforme qui existait déjà avec une société qui travaille déjà avec les hôpitaux. Donc, c'est dans le sud de la France, à Toulouse. Excellent. Je pense que les soucis techniques sont réglés. Donc, je passerai la balle au prochain présentateur. Puis les questions, je les garde et on les adressera à la fin. Est-ce que vous voyez ma présentation? OK. Oui, c'est tout bon. OK. Bon, ben, merci pour l'invitation. Donc, je vais zoomer un peu plus dans les activités en fait du LIST et plus particulièrement présenter ce qu'on fait dans le département où est Anna et moi-même. Donc, ce département s'appelle Département des systèmes et circuits intégrés numériques et on contribue essentiellement aux 4 inflexions du CEA sur l'IA en périphérie, l'EdgeIA, donc l'IA de confiance, la cybersécurité et le calcul quantique. Plus particulièrement, on est bilocalisé, donc c'est-à-dire que l'on est à la fois près de Paris, donc à Nanoinnov'H et à Grenoble. Donc, voilà en fait les 2 bâtiments dans lesquels on se trouve. Alors, nos axes de recherche sont essentiellement sur les systèmes qui sont en lien étroit avec le monde réel, donc les systèmes cyberphysiques, les problèmes de cybersécurité et de confiance, les systèmes d'intelligence artificielle et avec des axes transverses sur les systèmes à haute performance et efficaces énergétiquement. Et donc, on se repose sur différentes plateformes, mais généralement, notre but dans toutes nos réalisations sont d'avoir des performances tout en étant économe en énergie ou en matière première, avoir une autonomie donc, de ces systèmes qui doivent être sûrs et sécurisés et qui sont scalables. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter donc, parmi les différents axes, 3 d'entre eux. Donc, l'un premier, plutôt sur l'IA embarquée. On a aussi un axe qui permet de faire la simulation et l'exploration et la réalisation donc, de systèmes avec des analyses formelles, donc, ce qui veut dire que ces systèmes sont de confiance. On a toute une plateforme pour développer des réseaux de neurones avec des applications vers l'embarqué, donc je vous expliquerai aussi un peu plus dans le détail. On a aussi toute une activité sur la continuité de calcul entre l'edge et le cloud, avec des modèles mathématiques qui assurent en fait que les propriétés fonctionnelles comme les timings, etc., sont bien conservées. Et on a une activité sur la cybersécurité que Bénédicte a citée et que je vais entrer un peu plus en détail. Donc, on est en train de réaliser une plateforme européenne donc, de calcul de confiance et c'est très lié aux problèmes liés aux données. Parce que les données aussi bien médicales que autres sont sujettes à beaucoup de lois. Donc, en Europe, la GDPR, en France sur les données plus médicales sur la loi de bioéthique, le Cloud Act aux États-Unis, etc.
Et en fait, souvent, quand on veut faire des traitements en fait de données, donc par exemple pour des gens qui font de l'analyse de données, c'est très difficile d'être sûr que ces données ne sortent pas du système, même si on a signé des NDA et des choses comme ça. Et effectivement, on risque de perdre ces valeurs, ces données sensibles. Donc, il y a un gros problème d'assurer en fait que les traitements de données que l'on fait faire à l'extérieur soient bien assurés dans des conditions en fait de sécurité de ces données. Donc c'est pour ça qu'on développe une solution basée sur le calcul homomorphe. Donc le calcul homomorphe vous permet en fait de faire différents calculs sur des données cryptées sans jamais les décrypter. Donc c'est-à-dire celui qui fait le calcul n'a pas accès aux données, il n'a même pas accès aux résultats du calcul qu'il fait lui-même. Donc, c'est le propriétaire de la clé qui est capable de décrypter les résultats. Donc, on est en train de créer un écosystème qui permet à la fois aux gens qui ont des données, en fait, de les encrypter suivant cette formulation homomorphe ou de faire du transcoding. Donc, les données peuvent aller sur le cloud. Les providers d'applications ont tout un toolset qui permettent de faire des applications, mais dans le domaine homomorphe, donc de faire ces traitements en fait de données. Et ces données, une fois traitées, donc, sont récupérées par les utilisateurs qui peuvent les décrypter, sachant que à la fois celui qui fait le service n'a jamais accès aux données et il ne peut pas les décrypter. Et la même chose, ceux qui possèdent le cloud, même s'ils ont tous les droits, ne peuvent pas accéder aux données parce que les données sont toujours encryptées, même lors des calculs. Donc, les données et les résultats. Voilà, donc on développe tout un écosystème, donc à la fois du côté utilisateur que du côté plateforme, que du côté fournisseur de services pour pousser un peu cette idée-là. Donc, on a différentes applications. Alors, bon, il y a quand même un léger bémol, c'est que le calcul homomorphe demande beaucoup de puissance de calcul. Et donc, nous, on est quand même arrivé à faire des systèmes qui sont relativement efficaces. Donc, par exemple, là, vous avez quelques données donc, qui vous donnent l'idée, en fait, comment extraire des données dans une base de données. On peut faire quelques opérations simples dans des bases de données, donc dans le domaine crypté. Et le lien avec l'IA, c'est que cette approche peut aussi servir à faire de l'apprentissage fédéré, où on partage les modèles, et les modèles même encryptés, et donc, ce qui évite que les données originales soient échangées. Et en fait, le serveur ne fait que consolider ces modèles à haut niveau pour assurer à faire cet apprentissage fédéré. Voilà. Et on a des utilisateurs potentiels qui sont bien sûr les banques, les lignes de production, mais aussi en fait les données, puisque ça peut permettre en fait de partager des cas entre différents hôpitaux et pourquoi pas donc à essayer en fait de développer des tests cliniques sans vraiment échanger les données qui sont confidentielles et vraiment propres à des patients. Donc, pour revenir un peu aux plateformes, on a aussi donc une plateforme de réalisation matérielle. Donc, on ne fait pas que de la conception, donc on fait aussi du test et de la validation, et on est capable de traiter et de réaliser donc des circuits intégrés. Donc, la fonderie n'est pas faite chez nous et sous-traitée, mais la conception et le test, etc., peut être effectué en fait dans notre département pour ces différents circuits. Je vais vous donner un exemple de réalisation. Donc, par exemple, pour le traitement d'image, ce que l'on fait actuellement, en fait, c'est que on met un capteur qui traite séquentiellement les images et qui vont vers un processeur. Donc, par exemple, si on veut doubler la résolution de l'image, il faut que la fréquence de transmission double.
Mais ce qui peut être aussi intéressant, c'est de diminuer la fréquence, puisque par exemple, en utilisant des technologies comme le FDSOI, le Fully Depleted Silicon on Insulator, donc c'est une technologie aussi co-développée par le CEA, par nos collègues du LETI, on est capable d'obtenir de bonnes performances à très basse tension, donc là à 0,4 volts, ce qui fait que par exemple des traitements à 0,4 volts sont 10 fois plus efficaces énergétiquement qu'à 1,3 volts pour la même fréquence d'horloge. Donc, par exemple, l'une des solutions, c'est bien sûr de diminuer les communications, donc pour être plus efficace et plus rapide, donc de mettre à la fois le capteur et le circuit de traitement de l'information donc dans le même boîtier. Mais là, bon, ça ne change pas grand-chose. Une autre solution qui peut être plus intéressante, c'est de dupliquer les unités en fait de calcul, ce qui peut permettre là de faire du traitement beaucoup plus parallèle. Et là, bien sûr, on a n unités de calcul, mais chacune travaille n fois moins. Donc, on peut diviser leur fréquence de traitement, donc être beaucoup plus efficace énergétiquement. Et on peut encore aller plus loin et traiter en fait presque pixel par pixel ou petit bloc de pixels par petit bloc de pixels. Donc, c'est ce qu'on a réalisé en faisant une rétine stackée. Donc, on a une couche donc on voit sur le haut donc deux senseurs et une couche de traitement par-dessous. Donc là, on utilise les technologies développées par nos collègues grenoblois, donc d'empilement 3D. Alors, ça a beaucoup d'avantages. Donc, c'est efficace énergétiquement. C'est très rapide puisqu'on a une communication directe entre le pixel et l'unité en fait de traitement. La scalabilité est parfaite, donc c'est-à-dire si vous doublez le nombre de pixels, eh ben, on double par-dessous le nombre de ressources de calcul et même on peut faire des traitements asynchrones, donc c'est-à-dire une partie de l'image peut être traitée indépendamment en fait de l'autre à différentes fréquences en fait de traitement. Donc, on a réalisé ces circuits qui offrent par rapport à l'état de l'art 2 ordres de grandeur en puissance de calcul, une rapidité très grande puisque là, on peut traiter jusqu'à plus de 5000 images par seconde. Et on peut faire donc des traitements intelligents directement dans la rétine, donc par exemple faire de la discrimination de forme ou de choses comme ça. Donc potentiellement, ça pourrait être utilisé pour analyser, donc je ne sais pas, la composition sanguine ou des choses comme ça, tout en ayant en fait des capteurs tout intégrés. Donc, pour aller un peu plus loin sur une autre plateforme plus liée à l'IA, donc on a développé une plateforme qu'on appelle N2D2 qui permet en fait, à partir de cas d'usage, de développer le logiciel efficace adapté à des architectures spécifiques. Donc, cet environnement fait bien sûr les phases d'optimisation, donc que vous voyez en fait sur la gauche, un peu comme tous les outils classiques, sauf qu'elle tient en compte en plus les contraintes du matériel. Donc, par exemple, la taille mémoire, la puissance de calcul. Et après, on a toute une chaîne d'optimisation, donc de quantisation, donc de diminution de taille, de génération en fait de code adapté sur les performances. Donc, juste pour vous dire en 2 secondes un peu une idée. Donc, par exemple, ceci est la description donc d'une application, donc dans un langage un peu scripté, relativement simple. L'outil a tous les systèmes en fait de visualisation qui vous permettent d'optimiser en fait le réseau, à la fois sur le point de vue théorique, mais aussi sur l'implémentation. Donc, par exemple, là, vous pouvez voir que sur certaines couches, il y a des poids qui sont un peu trop élevés. Sur d'autres, il y a des bandes passantes un peu élevées, en fait, de communication. D'autres couches qui demandent plus de calcul. Donc, ce qui permet d'optimiser la structure du réseau par rapport au matériel un peu ciblé.
et aussi de faire de la quantification. Donc là, par exemple, une quantification sur 4 bits, elle est effectivement 8 fois plus efficace en termes énergétiques que faire des calculs en entier 32 bits et encore bien plus que faire du calcul flottant. Et là, on réalise donc les technologies à l'état de l'art, en fait, dans notre framework. Et il est capable de générer du code pour différents types d'architecture, donc des CPU, des GPU, du FPGA, mais aussi des circuits spécialisés. Et il est open source, donc vous pourrez voir quand vous aurez en fait les slides comment accéder au GitHub et ce qu'il y a dedans. Alors, juste pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple en fait de réalisation et de co-design entre le matériel et le logiciel. Donc, c'est des systèmes à ultra basse consommation utilisant en fait de l'intelligence artificielle. Donc, on a réalisé un chip de test qui a une particularité en fait. C'est d'avoir bien sûr des accélérateurs pour le traitement neuronal, je reviendrai un peu dessus plus tard, mais surtout d'avoir une consommation énergétique très faible en état de veille. Et la partie en état de veille, je dirais, ne dort pas, elle est toujours réveillée, mais elle attend en fait des signaux de réveil qui peuvent être faits soit par un signal radio, donc genre Bluetooth ou autre, ou soit par un capteur vidéo, audio ou autre. Et donc là, on a des systèmes qui font quelques dizaines de microwatts en temps de veille et qui sont capables de réveiller le système total en près de 200 nanosecondes. Donc ce qui est relativement rapide. Donc voilà, vous avez un peu plus des performances. Et là, effectivement, entre la puissance maximum quand il traite les données et que le système est totalement réveillé vers la consommation d'attente le plus bas, on a près de 15 000, un rapport 15 000 de consommation. Et donc dedans, il y a cet accélérateur en fait neuronal que l'on a transféré à un industriel et qui est très efficace pour les systèmes IoT embarqués. Donc il est scalable, il fait du calcul en mémoire, etc. Et bien sûr, il supporte tout l'environnement logiciel N2D2 et autres, puisqu'on est compatible avec les standards du marché grâce à l'interface ONNX. On a toute une génération de code optimisée avec la quantification faite par N2D2. Et ça, sur les benchmarks de ML Common, donc par exemple sur la détection en fait de mots de réveil, un peu comme Hey Google ou Alexa, on a les meilleurs résultats, donc avec une latence de 1,75 millisecondes donc pour répondre, tout en ayant une consommation énergétique de 12 microjoules, alors que le meilleur compétiteur industriel fait 35. Et on a encore de meilleurs résultats sur le Wake Word visuel, donc c'est-à-dire pour réveiller un système quand il y a une personne ou quand il y a un objet spécifique qui entre dans le champ du système. Donc là, on a une énergie donc aussi faible que 32 microjoules, ce qui peut ouvrir des tas de champs en fait pour des interfaces utilisateurs, mais aussi pour détecter en fait différents types de signaux biologiques avec une consommation très très faible. Alors, dans les 2 minutes qui me restent, je voudrais vous donner 2 autres exemples un peu plus ciblés donc pour le domaine médical. Donc jusqu'à maintenant, je vous ai présenté, je dirais, des technologies qui peuvent être appliquées dans le domaine médical et je pense que c'est un peu le but de ce workshop de voir si ces technologies pourraient être appliquées et quel domaine d'application vous pourriez envisager pour ces technologies dans le domaine médical. Mais donc là, je vais en cibler un peu plus particulièrement 2. Donc un, c'est un projet qui se fait avec l'Institut de l'audition, donc de l'Institut Pasteur à Paris et le Lauréat. Donc, c'est en fait des systèmes de traitement audio pour les gens qui sont atteints en fait de neuropathie. Alors, je ne sais pas traduire en français, mais Auditory Neuropathy Spectrum Disorder.
et en fait pour lequel il faut faire du traitement de source et du traitement en fait du signal, mais vraiment adapté à la pathologie en fait de la personne. Et bien sûr, ça doit être intégré dans des aides auditives qui doivent avoir la plus faible consommation possible. Donc là, on a des problèmes d'apprentissage, donc pour bien adapter à l'utilisateur, et des systèmes de très très basse consommation. Donc le projet, il a commencé en fait il y a 2 mois, on est juste au début, mais ça vous montre bien cet aspect traitement intelligent du signal avec des systèmes très basse consommation pour aider en fait des patients qui ont des déficiences auditives. L'autre projet, en fait, c'est le projet Laguna qui devrait commencer à la rentrée. Et là, l'idée, en fait, c'est d'utiliser des robots pour diagnostiquer les cas d'Alzheimer précocement et d'aider, je dirais, les personnes âgées ou les personnes susceptibles d'avoir, en fait, de l'Alzheimer. Donc, on travaille avec des fournisseurs, en fait, de robots, et on va faire à peu près tous les traitements d'intelligence artificielle multimodale, donc qui permettrait en fait de faire une analyse des paramètres physiologiques, aussi de voir un peu les attitudes, donc la vision, les grimaces, etc., pour être capable de faire en fait de la détection très très tôt, donc de possibilités en fait de déficience neurodégénérative ou d'Alzheimer. Voilà, c'était juste un panorama très rapide des activités que l'on fait en fait dans le département. Et effectivement, je suis prêt à discuter pour voir quels pourraient être vos centres d'intérêt et une possible collaboration utilisant ces différentes technologies. Merci Marc pour cette présentation à la fois claire et stimulante qui nous a permis de bien comprendre les projets en IA embarqués au sein du département DECI, en particulier l'EGI et son intérêt pour le domaine de la santé. Peut-être on prend 2 ou 3 questions avant de passer au prochain conférencier. Oui, effectivement, encore des questions dans la zone de clavardage. Merci beaucoup à Marc-Antoine Pelletier qui pose cette question. Cette techno s'applique-t-elle pour les MEMS, les MEMS par exemple, pour mesurer des signaux acoustiques ou des mouvements actigraphie? Alors, quelle technologie? Parce que j'en ai présenté plusieurs. C'est pas précisé dans la question. Je ne sais pas si Marc-Antoine peut le préciser. Donc, clavardage. Entre-temps, je passerai à la deuxième question de Amal. Bonjour Marc, très intéressant la présentation concernant les calculs multi-précision. Quel est l'impact d'aller sur une précision 4 bits sur la précision des modèles? Alors là, justement, ça c'est l'objectif de diminuer la précision sans trop diminuer en fait la précision en fait des modèles. Alors là, il y a tout un compromis à faire, mais généralement on est très très proche des performances initiales. En fait, c'est le but. En fait, quelquefois, on est amené à rechanger un peu la topologie du réseau, donc peut-être à le changer aussi un peu pour augmenter en fait ses performances en fonction de la quantification. Mais là, le but essentiel, effectivement, c'est d'avoir un taux minimum en fait d'imprécision due à cette quantification. Je dirais les cibles sont largement inférieures au %. Bon, et ça dépend des applications, je ne peux pas généraliser non plus. Merci beaucoup pour votre réponse. Marc-Antoine Pelletier a précisé, votre fonderie fabrique-t-elle des MEMS? Le cas échéant, nous pourrons échanger par courriel. Donc, j'ai déjà partagé votre courriel avec Voilà, alors en fait, nous au LIST, on n'a pas de fonderie, c'est nos collègues au CEA du LETI, et effectivement, ils ont développé, ils ont une technologie qui permet en fait de faire des MEMS. Ils sont même à l'origine de pas mal de développement de MEMS
qui ont été transférés à ST Microélectronique, et ST Microélectronique est un des fabricants reconnus en fait de MEMS. Donc, effectivement, je pourrais vous mettre en contact avec les personnes du LETI qui sont dans le département qui fabrique des MEMS, effectivement. Merci pour vos questions. Je passe la balle à Mariam pour la suite de la présentation. Merci Marc, merci Michael. Nous avons l'honneur d'avoir Dr Fares Antaki, médecin au département d'ophtalmologie de l'Université de Montréal, où il occupe le poste de résident-chef pour l'année 2021-2022. Il a reçu son doctorat en médecine de l'Université McGill en 2018. Dr Antaki s'intéresse aux innovations numériques en médecine et en particulier aux applications des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la télémédecine en ophtalmologie. Au terme de sa résidence en 2023, il va rejoindre le prestigieux Moorfield Eye Hospital à Londres, au Royaume-Uni, pour compléter un premier fellowship en Artificial Medical Intelligence. Par la suite, il compte poursuivre un fellowship clinique en maladies et chirurgie de la rétine aux États-Unis. Dr Antaki nous présentera ses travaux sur l'AGI et l'AutoML, démocratiser l'intelligence artificielle au service de la médecine. Dr Antaki, à vous la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, c'est bon. Excellent. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Edge AI plus AutoML, démocratiser l'intelligence artificielle au service de la médecine. Voici ma déclaration de conflit d'intérêts sans lien avec le contenu de cette présentation. L'ophtalmologie est une spécialité médicale et chirurgicale qui est à l'intersection de la médecine et de la technologie. Et de façon routine, chaque jour, les ophtalmologues se basent sur des photos, des images de haute résolution de l'œil et surtout de la rétine pour faire des diagnostics, décider sur le traitement et suivre les patients. Ainsi, de grands ensembles de données d'imagerie peuvent être colligés et analysés à l'aide de méthodes d'intelligence artificielle qui va nous donner des informations sur le stade et le type de maladie, mais aussi peut nous donner des informations sur le pronostic du patient et la réponse au traitement. Jusqu'à récemment, le développement de modèles d'intelligence artificielle était réservé aux experts ayant des compétences en programmation, une expertise hors de la portée de la plupart des ophtalmologues et la plupart des médecins. Or, la montée du Automated Machine Learning, AutoML, depuis 2017, a constitué une étape majeure pour la démocratisation de l'intelligence artificielle. En automatisant des tâches complexes dans le pipeline du développement de modèles de machine learning, ça a permis à des gens comme moi, sans expertise en programmation, de créer des modèles d'intelligence artificielle de haute performance. Il existe plusieurs plateformes graphiques pour l'AutoML, incluant Microsoft Azure, RapidMiner et surtout Google AutoML. Depuis 2020, notre groupe s'est chargé de démontrer le rôle de l'AutoML en ophtalmologie. Notre stratégie de travail était premièrement d'identifier des problèmes de machine learning pertinents pour l'ophtalmologie, de trouver des bases de données internes à l'hôpital ou libres d'accès, de développer des modèles avec l'AutoML par nos ophtalmologues et de comparer nos résultats à ceux des experts. On appelle ces modèles-là les bespoke models, soit nos experts en programmation qui ont développé les mêmes modèles avec les données internes ou en comparant avec des articles d'envergure dans la littérature pour les bases de données libres d'accès. Notre hypothèse est que les modèles AutoML sont équivalents à ceux développés par les experts pour les problèmes et les bases de données qu'on a utilisées. Nos études ont démontré en fait la faisabilité du développement des modèles d'AutoML par des ophtalmologues. On a commencé par des données tabulaires issues du dossier médical électronique. On a fait des projets pour la localisation d'objets, la localisation de lésions anatomiques et une anatomie précise au niveau des fonds d'œil et par la classification de photos rétiniennes et de vidéos chirurgicales.
dans la plupart des études, nous avons utilisé des plateformes à interface graphique comme Google Cloud AutoML qui ne nécessitent pas de programmation. Nos ophtalmologues ont eu accès au site web de Google Cloud à travers leur navigateur Internet et dans une interface simple de type pointer-cliquer, ils ont téléversé les photos et leurs étiquettes et entraîné les modèles. Et quelques heures plus tard, le modèle nous a donné des résultats interprétables avec des calculs pour la sensibilité, la spécificité, les valeurs prédictives positives et négatives. Je vous parle du premier exemple. On voulait prédire une complication en chirurgie de rétine. On a utilisé une base de données de 506 yeux opérés pour décollement de rétine au CHUM. On voulait prédire la formation d'une complication post-opératoire, une complication binaire, oui/non, à partir de données cliniques préopératoires. Dans ce cas, on a utilisé du machine learning traditionnel, Support Vector Machine. Et notre publication dans Scientific Reports explique notre démarche. Mais simplement, on montrait au modèle des données cliniques telles que l'âge, la durée de symptômes et les trouvailles du décollement de rétine, donc qu'on voyait à l'examen. Et puis, le modèle était capable de nous prédire la formation, oui ou non, de la complication PVR. On comparait au standard reference, qui est si oui ou non, en réalité, le patient avait développé cette complication, puisque c'est une étude rétrospective. Nos données étaient très, très bonnes, les résultats étaient très bons et comparables aux résultats que nos ingénieurs qui ont programmé les modèles ont eu avec cette même base de données. Notre deuxième exemple, c'est on voulait localiser le nerf optique sur une photo de fond d'œil. Je vais vous montrer un exemple tantôt, mais on voulait en fait reproduire une étude de 2003 qui avait développé un algorithme complexe pour détecter le nerf optique sur une image. Donc, dans cette étude, des ingénieurs devaient travailler sur des domain-specific features, un travail assez complexe pour pouvoir détecter le nerf optique. Et on a décidé d'utiliser le Google Cloud AutoML Object Detection pour faire cela. On a utilisé une base de données de 313 photos et on a utilisé la même base de données test que dans l'étude de 2003 pour pouvoir comparer nos résultats. Donc, dans la plateforme d'entraînement, nos ophtalmologues, on leur a demandé de localiser le nerf optique. Ici, on voit le nerf optique, les vaisseaux de la rétine et le centre de la vision. Donc, avec leur souris, ils devaient créer des boîtes pour encadrer le nerf optique. Ils ont fait ça dans des photos de fond d'œil normal, mais aussi où il y a une pathologie, par exemple maculaire ici, et où on voyait difficilement le nerf optique. Et donc, nos modèles étaient très performants pour faire la détection du nerf optique. La façon comment on calculait, le système calculait les metrics de performance, c'est qu'il comparait le chevauchement entre le standard reference en gris et la prédiction en vert. Donc, à gauche, c'est un cas correctement prédit et à droite, c'est un cas qui n'était pas correctement prédit parce que le chevauchement n'était pas assez bon. Mais en réalité, ça, c'est un nerf optique anormal et il y a ce qu'on appelle l'atrophie péripapillaire. Donc, il est très difficile, même pour un clinicien, de faire une localisation exacte du nerf optique. Quand on a comparé nos résultats avec l'étude de 2003, qui se fiait seulement sur le fait de oui ou non reconnaître l'endroit du nerf optique sans nécessairement regarder les boîtes de chevauchement, on avait détecté 100% des nerfs optiques comparé à 89% dans l'étude de 2003, tout ça sans programmation. Dans notre troisième étude, on voulait diagnostiquer des maladies rétiniennes à partir de photos de fond d'œil. On a publié notre article dans le British Journal of Ophthalmology et l'objectif était de pouvoir détecter différents types de maladies rétiniennes. C'est un problème de classification d'images et on a utilisé Google AutoML. Donc, nos ophtalmologues ont développé des modèles pour détecter ce qu'on appelle le Central Retinal Vein Occlusion, une pathologie où on voit beaucoup d'hémorragie en rouge au niveau du fond d'œil, la rétinite pigmentaire ou au contraire, ici on voit d'autres types de lésions, des lésions pigmentées, et puis un décollement de rétine où la pathologie se fait en 3D, entre guillemets. On veut détecter une élévation de la rétine et la présence de déchirures. On a créé différents modèles binaires et multiclasses
et nos résultats étaient excellents. On a comparé nos résultats à 4 études qui ont utilisé la même base de données et dans ces études-là, c'était des experts en programmation qui ont développé les modèles et pour la plupart des tasks de classification, le résultat était très similaire. Évidemment, les résultats sont nuancés, on en discute davantage dans notre papier. On a même pu créer des cartes de régions d'intérêt avec la plateforme Google Cloud AutoML, encore sans programmation, pour voir si le modèle se basait sur des régions qu'on jugeait cliniquement intéressantes. Ça, c'est l'exemple de décollement de rétine. Ça, c'est une rétine décollée et ici, c'est la rétine collée. Et donc, le modèle se basait sur l'interface entre la rétine collée et décollée en jaune pour faire ce diagnostic-là. Et cela s'appliquait à plusieurs des pathologies-là. Et on trouvait qu'il y avait une très bonne corrélation entre ce que nous, on voyait cliniquement et sur les points sur lesquels on basait notre diagnostic et ces régions d'intérêt-là. Notre quatrième exemple, on voulait classifier des vidéos. On a utilisé une base de données de 122 chirurgies, 10 étapes, 10 phases par chirurgie de décollement de rétine. Vous pouvez aller voir notre papier dans Scientific Reports. L'objectif, c'était de créer un modèle qui était capable de reconnaître les différentes étapes de la chirurgie de cataracte. On a toujours utilisé le Google AutoML et notre modèle était très bon pour reconnaître les différentes phases de la chirurgie. Par exemple, l'incision, l'eurexis, qui est l'ouverture du sac qui contient la cataracte, l'aspiration de la cataracte en phacoémulsification, l'insertion de la lentille. Et on a réussi à faire ça et pour notre base de données interne, mais comme dans notre deuxième étude et ici aussi, on a fait une validation externe pour valider nos résultats. On a comparé nos résultats à des modèles bespoke développés par des experts en programmation avec cette même base de données et nos résultats étaient pareils ou supérieurs. La révolution de l'ordinateur personnel a permis à des millions de personnes d'expérimenter les ordinateurs par elles-mêmes. Ça leur a permis de reconnaître des problèmes auxquels les manufacturiers, les ingénieurs n'avaient pas pensé et à essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là. De la même façon, je pense que la révolution de l'AutoML peut rendre l'intelligence artificielle accessible à tous. En rendant l'intelligence artificielle et ses outils accessibles aux experts dans le domaine, tels que les ophtalmologues et les médecins, ça va permettre aux gens d'aller reconnaître des problèmes qu'on ne connaissait pas avant pour essayer de trouver des solutions, qu'elles soient petites ou grandes, pour des petits problèmes ou pour des grands problèmes. Et ainsi, l'intelligence artificielle peut devenir accessible à tous. Dans la même optique, l'Edge AI s'inscrit parfaitement dans cette logique de démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle en permettant l'utilisation de modèles on the edge, en périphérie du réseau, sans nécessairement nécessiter une connexion Internet. Ça permet aux gens d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle offline, hors du réseau, pour générer des résultats utiles. Ça adresse effectivement aussi les enjeux de confidentialité et sécurité des données liées aux données médicales. Depuis quelques mois, nous travaillons sur un projet pilote qui combine AutoML et architecture Edge. On se concentre pour dépister le trachome. Le trachome, c'est la première cause infectieuse de cécité mondiale. C'est un problème de santé publique dans 44 pays et ça affecte 137 millions de personnes. L'objectif de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, était d'éradiquer le trachome en 2020, mais ça a été repoussé à 2030 à cause des problèmes liés au dépistage. La première étape pour l'éradication du trachome est le dépistage. Il faut déterminer les régions endémiques pour concentrer les efforts du traitement qui sont relativement simples. Les plus grandes barrières sont liées au coût et à la logistique. 75% du $6 que ça coûte par personne dépister est lié au transport et au personnel. Et donc, on voulait adresser ce point-là. Une fois le dépistage fait, le traitement est relativement simple et bien établi. Il faut opérer les patients avec des maladies avancées
prescrire des antibiotiques, s'assurer que les patients ont une bonne hygiène du visage et s'assurer que l'environnement réduit la transmission. Le diagnostic du trachome est un problème idéal pour l'auto-ML. Le diagnostic est fait en regardant la conjonctive sous la paupière supérieure. Donc, il suffit de déverser la paupière supérieure, prendre une photo pour faire le diagnostic. Il existe un système de classification par l'Organisation mondiale de la santé pour sous-classifier un patient infecté, mais simplement, on peut y penser aussi comme un problème binaire, une conjonctive normale comparée à quelqu'un d'infecté, donc TF-TI ou TF plus TI, donc normal et infecté. Nous avons créé un modèle Edge avec AutoML à partir de photos en provenance de études cliniques au Niger et en Éthiopie. Ça incluait à peu près 2000 photos. Et puis, ces photos étaient déjà gradées par des spécialistes de San Francisco qui ont utilisé la classification de l'Organisation mondiale de la santé. On a créé un modèle Edge dans Google Cloud AutoML qui avait une très bonne performance pour reconnaître une personne infectée ou non. Nous avons incorporé ce modèle Edge dans une application mobile avec Firebase, la plateforme de développement d'applications mobiles de Google, avec très, très peu de programmation, et on a réussi à créer une application mobile sur Google Pixel qui pouvait faire le diagnostic en moins qu'une seconde, qui ne nécessitait pas de connexion Internet et qui avait une interface simple en upload ou en caméra pour faire ce diagnostic-là. C'est une combinaison gagnante en utilisant l'AutoML pour le développement de modèles d'intelligence artificielle par les non-experts et en utilisant l'architecture Edge pour implémenter ces modèles-là sans nécessiter nécessairement de connexion Internet pour les utiliser. En combinant l'AutoML et le Edge AI, le développement de modèles d'intelligence artificielle et leur utilisation devient à portée de tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Faris, pour cette belle présentation instructive. Vous mettez la lumière sur l'application de l'IA, particulièrement l'AutoML et l'utilisation de l'Edge AI en ophtalmologie. Nous pouvons prendre une ou deux questions. Je passe la parole à Michael. Merci, Mariam. Merci pour la présentation. Il semble qu'André ait beaucoup apprécié vos exemples et il dit que c'est très rassurant. On y va avec une question de Marc-Antoine Pelletier. Avez-vous travaillé avec des capteurs qui font du Edge ou réservoir computing? Le cas échéant, pour quels paramètres neurophysiologiques? Non, on n'a pas travaillé avec des capteurs parce que la plupart des données, c'est des données qu'on obtient à travers des photos. Et des photos qu'on obtient, donc des photographes qui font les photos. Il n'y a pas nécessité d'avoir des capteurs. Donc non, on n'a pas d'expérience avec le réservoir computing ou tester d'autres paramètres neurophysiologiques. Merci pour votre réponse. Adriane, bonjour. Dans vos études, avez-vous abordé la question d'explicabilité? Dans le domaine médical, est-ce qu'on peut déployer des outils AI sans cette explicabilité? Merci. C'est une très bonne question. Dans notre troisième étude sur les photos de fond d'œil, on a utilisé les cartes de région d'intérêt pour essayer de parler d'explicabilité, mais on reconnaît les grandes limitations liées aux cartes de région d'intérêt qui sont utiles quand la prédiction est bonne, mais qui sont peu utiles quand la prédiction n'est pas bonne. Donc, quand il y a un faux positif ou un faux négatif, la carte est peu interprétable. Donc, ça reste en fait possiblement le plus gros hurdle, ce qui nous limite le plus avant de déployer des modèles comme ça sans explicabilité. Mais une autre chose auquel il faut penser, qu'on apprend la médecine et on apprend, quand on devient médecin, à faire des associations. On n'est pas toujours capable, même nous-mêmes, d'expliquer tout ce qu'on voit et pourquoi on le voit. Donc, je trouve que parfois, on met trop sur le dos de l'intelligence artificielle d'expliquer tout, quand parfois, on n'a peut-être pas nécessairement besoin de tout expliquer.
Merci beaucoup, Dr. Antaki. Il y a plusieurs questions dans le clavardage. Je vous propose qu'on les adresse là, à la fin des autres présentations où il y aura un moment d'échange en groupe. On demande là, si votre présentation sera disponible. Voilà, je repasse la balle à Mariam. Merci, Michael. Merci encore, Fares. Donc, nous avons maintenant l'honneur d'avoir Madame Lilia Jemaï, responsable nationale intelligence artificielle chez Mitax, et s'occupe de la stratégie d'intelligence artificielle chez Mitax, des projets d'envergure et des comptes stratégiques. Elle détient 3 masters maîtrise en recherche et 12 ans d'expérience en valorisation de données, intelligence artificielle et technologie d'aide à la décision, dont 9 ans en recherche et enseignement supérieur. Madame Lilia nous présentera Mitax et les opportunités de financement disponibles à l'international. Lilia, à vous la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est tout bon. Parfait, merci. Donc, bonjour tout le monde. Merci pour les participants d'avoir participé à cet événement et merci pour les organisateurs pour l'invitation. Donc, je vais commencer par présenter Mitax. Mitax, on est un organisme national canadien indépendant et à but non lucratif. On encourage la recherche et le développement et l'innovation. C'est notre mission, c'est vraiment de promouvoir l'innovation au Canada afin de résoudre les défis de l'innovation et tout en mobilisant les meilleurs talents, les chercheurs, les étudiants, les stagiaires des établissements postsecondaires. Donc, on s'engage à alimenter un écosystème d'innovation de classe mondiale. On a des collaborations internationales aussi à renforcer la compétitivité du Canada et tout en améliorant le développement des compétences des étudiants, de nos stagiaires, de nos chercheurs sur le marché de travail. Donc, ici, une cartographie pour montrer notre réseau national au Canada et notre réseau international. Donc, comme je dis, on a comme une expérience de plus que 20 ans en recherche et en innovation. On est financé par le gouvernement fédéral canadien et par les 10 provinces et l'UQAM aussi, ils nous financent. Donc, on collabore avec plus que 6 000 organisations privées et à but non lucratif. On a dans notre réseau de plus que 70 universités, plus que 2500 chercheurs qui ont fait déjà des travaux de recherche et des projets de recherche avec nous. Chez Mitax, on est aux alentours de 600 employés à travers le Canada et notre équipe de développement d'affaires et de conseillers en innovation, on est aux alentours de 90 pour aider les compagnies et les chercheurs à développer leurs projets de recherche et projets d'innovation. On a aux alentours de 67 protocoles d'accord avec les accélérateurs et les incubateurs universitaires à travers le Canada. On a aussi des protocoles d'entente avec des partenaires d'innovation tels que les autres conseils subventionnaires. On reçoit beaucoup de projets de la part des partenaires industriels, de la part des chercheurs qui veulent vraiment faire de la recherche et développement avec les universités canadiennes. Pour notre réseau international, on soutient des nouvelles relations bilatérales pour le Canada. On signe des protocoles d'accord en présence des chefs d'État, des ministres, des responsables. On a 2500 projets industriels et universitaires à long terme et d'envergure avec des institutions internationales. On a aussi beaucoup de collaborations avec les agences de financement les plus réputées, plus prestigieuses au monde. Par exemple, on peut citer la Commission européenne, Max Planck, le CNRS, National Research Foundation du Corée et National Research Foundation de Singapour comme exemple.
c'est vraiment comme on est ouvert aux collaborations internationales. Nos partenaires d'innovation en France ont fait déjà plusieurs collaborations. Je suis juste désolé de t'interrompre. On remarque que votre présentation, elle est en mode présentation, donc on voit les notes et tout ça. Je ne sais pas si c'était possible de la mettre en plein écran pour qu'on puisse bien voir le Elle est en plein écran. Excellent. Elle est déjà en plein écran, mais je vais réessayer quand même. Parfait, parce qu'on, comme ça, là, dans le fond, ce qu'on voit, nous, à l'écran, c'est votre diapositive, la diapositive suivante et les notes. OK, je vais refaire ça. OK. OK. Est-ce que c'est mieux? Donc là, et voilà, merci beaucoup et je suis vraiment désolée de vous avoir interrompu. Je vous laisse poursuivre. OK, super. Donc, c'est ça, on a des partenaires d'innovation avec qui on a déjà collaboré en France et on est en train de développer de nouvelles collaborations. Comme vous voyez, par exemple, on a des ententes avec l'ambassade de France au Canada, l'École polytechnique, l'Université de Bordeaux, Grenoble, l'INRIA, Université de Lorraine aussi. Et il y a d'autres ententes en cours de développement. Donc, les solutions offertes par Mitacs au défi de l'innovation, la centaine employés de Mitacs, ils sont chargés de développement des affaires dans les établissements d'enseignement post-secondaire au Canada. On a dans les différentes universités à travers le Canada, dans toutes les universités, de représentants Mitacs qui travaillent en collaboration avec le bureau de recherche pour faciliter le développement des projets collaboratifs. Donc, les relations de Mitacs avec les universités, elles vous permettent d'accélérer et d'accéder à toute dernière technologie et à tous les derniers outils en cours de développement. Donc, la solution, la contribution de Mitacs à votre projet signifie aussi que votre investissement va plus loin puisque on offre aussi du soutien financier pour les besoins d'innovation et pour le développement des projets. Donc, également, nous soutenons les collaborations à tous les stades de votre feuille de route en matière d'innovation, en commençant par la preuve des concepts, en allant jusqu'à la commercialisation. Donc, notre réseau national de développement des affaires, on a des expertises de l'écosystème canadien et international. Dans mon cas, c'est plus ONIA, mais on a des représentants dans tous les domaines de l'innovation. Donc, c'est nos spécialistes qui sont intégrés dans les universités et on a aussi des experts qui sont cofinancés par des industries canadiennes et des multinationales. On représente, vu notre positionnement national, on peut représenter bien les acteurs de la recherche, les différentes universités, les expertises, les chercheurs, pour aider les compagnies à concevoir leur feuille de route en matière de recherche et pour atteindre leurs objectifs et leurs besoins commerciaux. Donc, nos conseillers en innovation, ils s'engagent envers les clients, envers les chercheurs, les universités et envers les partenaires industriels pour aller plus loin avec l'innovation. Donc, si on parle plus spécifiquement dans ce cadre-là de l'intelligence artificielle, on a chez Mitacs des collaborations avec plus que 7 universités canadiennes qui sont des leaders mondiaux en IA et on a plusieurs aussi collaborations en Amérique du Nord. On a conclu des accords, des ententes avec chacune d'elles, donc les collaborations sont simplifiées. On a au Canada des instituts spécifiques et à l'IA et experts en IA. On peut citer par exemple le MILA, IVADO, l'Institut Victor, EMI, qui sont reconnus mondialement. On a des ententes aussi, des collaborations
assez d'envergure et assez structuré avec eux. Donc, Montréal et Toronto sont les plus grandes concentrations mondiales à travers le monde de chercheurs et d'étudiants en apprentissage profond et en intelligence artificielle. Il y a aussi des milliards de dollars de financement gouvernemental et du secteur privé qui soutiennent la recherche et le développement des projets en IA au Canada et à l'international. Donc, je vous laisse avec une petite vidéo. J'espère qu'elle va marcher. Donc, pour l'intelligence artificielle spécifiquement, on a des projets vraiment dédiés. C'est vraiment un domaine très stratégique pour le Canada et pour nous spécifiquement à Mitacs. On tient à vraiment supporter le développement des projets de recherche, d'innovation dans le domaine d'intelligence artificielle. Donc, pour donner un peu de détails sur nos programmes internationaux, je commence par Accélération internationale. C'est le programme le plus utilisé avec nos partenaires internationaux. Donc, ce programme, il soutient les collaborations de recherche bilatérales entre les stagiaires, les universités, les chercheurs et les organismes partenaires, les industries au Canada et à l'étranger. Donc, les stagiaires des universités canadiennes peuvent réaliser des projets dans des pays partenaires de Mitacs, comme la France, on a des ententes avec la France. Les stagiaires des pays partenaires de Mitacs, ils peuvent aussi réaliser des projets au Canada. Donc, les stagiaires canadiens, ils peuvent faire des projets avec des partenaires de France et vice-versa, les stagiaires de France, ils peuvent venir au Canada pour faire des projets collaboratifs. Donc, les coûts de chaque module de stage seront partagés entre Mitacs, le partenaire international et le partenaire industriel hôte. Avant de passer, donc notre modèle vraiment, c'est pour chaque projet de recherche, pour chaque projet d'innovation, il faut avoir 3 acteurs ou 3 parties prenantes. La première partie prenante, c'est l'industrie qui va venir avec des problématiques à régler pour améliorer leur processus, leurs produits, leurs services, etc. On a les chercheurs universitaires qui vont amener l'expertise pointue et on a entre les deux les stagiaires qui peuvent être des stagiaires de baccalauréat, de master, maîtrise, PhD, doctorat ou postdoc qui vont travailler en collaboration avec et l'industrie et les chercheurs pour développer de la recherche et pour faire des projets collaboratifs. Donc, la présence des 3 parties prenantes, c'est quelque chose de fondamental dans notre modèle. Donc, un autre programme qui peut être vraiment intéressant, c'est le Mitacs Entrepreneur International, donc qui est un nouveau programme axé sur l'amélioration de l'accès des jeunes entreprises canadiennes à l'exportation de nouvelles opportunités, l'exploration de nouvelles opportunités internationales et la collaboration entre les jeunes entreprises, les startups et les incubateurs internationaux. Donc, notre première année est un projet pilote. Donc, l'objectif, c'est aux alentours de 85 voyages déplacements pour atteindre 340 déplacements ou voyages d'ici 5 ans. Donc, la subvention de voyage est un montant maximal de 5 000. Donc, une fois à l'étranger, les startups, elles doivent être soutenues par un incubateur d'accueil international. Par exemple, si une startup canadienne veut explorer des opportunités de collaboration avec la France, donc il faut qu'elle soit accueillie par des incubateurs ou des accélérateurs français.
Un autre programme, c'est Bourse de recherche Mitax Global Link. Donc, ce programme, il soutient les collaborations de recherche entre le Canada et certains organismes partenaires et pays et régions admissibles. Dans notre cas, la France, elle est admissible. Donc, sous la supervision conjointe d'un professeur du pays d'accueil et d'un professeur du pays, par exemple le Canada, les finissants de premier cycle, les étudiants de cycle supérieur, les chercheurs postdoctoraux peuvent recevoir une bourse de recherche de 6 000 pour réaliser un projet de recherche d'une durée de 12 à 24 semaines dans l'autre pays. Ces bourses sont octroyées conjointement avec les partenaires postsecondaires canadiens de Mitax et parfois avec les partenaires internationaux. On a des ententes dans ce cadre-là avec la France. Et donc, notre prochain appel thématique pour les bourses de recherche Global Link vont avoir lieu en septembre. Donc, vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé à explorer des possibilités dans ce sens-là. Donc, on a aussi plusieurs programmes nationaux comme accélération, élévation. C'est vraiment comme j'ai expliqué, il faut avoir les trois parties prenantes, les compagnies, l'industrie, les chercheurs universitaires académiques et les étudiants des collèges, masters, doctorats et post-doctorats qui vont faire des projets collaboratifs, des projets de recherche et développement. Aussi, on a accélération, exploration, surtout pour les domaines, c'est un programme offert pour les diplômés et les postdocs dans les domaines de l'IA, de l'informatique quantique, cybersécurité, qui vont aider les compagnies vraiment à explorer le potentiel et à développer la stratégie R&D IA et le processus numérique. C'est vraiment une phase exploratoire. Et on a aussi le stage en stratégie des entreprises. C'est les projets, ce sont plus des projets d'innovation. Il n'y a pas beaucoup de recherche dedans. C'est pour aider les compagnies à propulser dans le nouveau environnement de marché, développer de nouveaux produits, des nouvelles stratégies, développement de nouvelles solutions. Donc, il y a beaucoup de potentiel de collaboration pour nos différents programmes nationaux aussi. Donc, avant de terminer ma présentation, dans le cadre de EdgeAI actuellement, on est en train de discuter sur le EdgeAI. On est en train de supporter plusieurs collaborations d'envergure. Dans ce sens-là, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça nous fera plaisir de vous donner le support nécessaire et de vous aider à collaborer avec l'écosystème au Canada. Donc, merci beaucoup pour votre présence et n'hésitez pas à me contacter. On est impatient de collaborer avec vous. Merci. Merci beaucoup, Lilia, pour cette présentation fort informative. On vous remercie pour votre attention. On vous invite maintenant à un moment d'échange. Hannah, je pense qu'on peut prendre encore 2 questions si on n'a pas répondu. Il y a André qui a dit quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez pour développer des réseaux d'échange pertinents? C'est pour Lilia. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez pour développer des réseaux d'échange pertinents? Il y a certaines difficultés, ça c'est sûr, c'est de mettre tout le monde ensemble, de collaborer, de s'aligner sur les mêmes objectifs, surtout parce qu'on sait que parfois les objectifs de l'industrie, ils sont un peu différents des objectifs des chercheurs, des objectifs académiques, mais on est là pour donner le support, pour aider à développer ces partenariats et à simplifier les partenariats et les projets collaboratifs. Donc, n'hésitez pas si vous avez des sujets spécifiques que vous voulez explorer, à discuter avec nous. Ça nous fera plaisir aussi de vous connecter avec les meilleures ressources à travers le Canada. On est connecté à l'écosystème canadien et on collabore avec les plus grandes organisations et les plus pertinentes. Merci, Lilia. Hannah, est-ce que tu vois une question pour un de nos conférenciers? Oui, il y a une question de Yann Gallet.
à Dr Antaki. Donc, une liste de questions. Donc, la première, avez-vous comparé la performance entre une solution Edge qui tourne sur un téléphone portable et une solution débarquée? Oui. Donc, je pense par débarquer voulait dire cloud-based. Oui, souvent les modèles basés sur le cloud performaient un peu mieux que la solution Edge. L'autre question, voyez-vous des limites ou était suffisant pour le besoin diagnostique? Souvent, c'était suffisant pour le besoin diagnostique. Et voyez-vous des besoins au cours d'une opération d'outils d'aide à la décision chirurgien qui nécessiterait un certain niveau d'embarquabilité? Oui. Donc, un objectif premier de notre étude pour détecter les phases de la chirurgie était de créer des modèles pour la classification pas en temps réel, mais plutôt après avoir pris la vidéo. Mais l'objectif final serait de créer un système capable de reconnaître la phase de la chirurgie en temps réel pour reconnaître la phase de la chirurgie et ajuster certains paramètres du microscope et de la machine qu'on utilise pour faire la cataracte, pour supporter notre chirurgien, pour mieux voir et mieux contrôler l'environnement dans l'œil, pour faire une chirurgie efficace et sécuritaire. Merci beaucoup, Fares. Il y a une question de Elie pour Lilia. Est-ce que les hôpitaux peuvent être considérés comme partenaires? Bonjour Elie. Oui, tout à fait. Les hôpitaux et les organismes de santé, ils sont considérés comme des partenaires. Oui, ils peuvent être considérés, par exemple, si on prend l'exemple de centre hospitalier, le CHUM d'Université de Montréal, ils peuvent être considérés, soit ça dépend de leur position, soit en tant que partenaire comme industriel ou compagnie, soit en tant que partenaire académique. Donc oui, vous avez accès à du support MITAX et du financement MITAX. Ok, merci Lilia. S'il n'y a pas d'autres questions, Michael, Hannah, on peut clôturer la rencontre ou... Oui. Ok. Alors, merci infiniment à tous nos conférenciers et à tous les participants. Le but du webinaire est de renforcer les échanges et éventuellement développer une ou des collaborations académiques, industrielles entre les différents acteurs français et canadiens. Alors, bien à vous, pour continuer ces échanges, nous vous offrons également de vous mettre en lien avec les différents intervenants après le webinaire au besoin. N'hésitez pas à nous contacter par courriel disponible via le chat ou à rejoindre notre communauté sur Slack. Merci à tous. On vous remercie pour votre participation à cet événement. On remercie également Michael et Samuel pour le conseil et le support technique. On espère vous revoir très prochainement pour un nouvel événement. Merci.